Je crois que le mal du monde actuellement au 3e millénaire, c'est qu'il y a trop d'inégalités. Et des inégalités atroces. Vous savez qu'environ 2% de personnes détiennent les 80% des richesses du monde. 2% de la population mondiale détiennent les 80 ou même 85% de la richesse du monde. Alors, vous comprendrez donc facilement l'inégalité de la balance. Et pour continuer à garder cette inégalité, il y a beaucoup de réseaux qui travaillent dans l'instabilité chronique. C'est ça que nous appelons la mondialisation accaparante, qui accapare nos richesses et nos ressources, mais en créant à tout moment des périodes d'instabilité qui ne nous permettent pas de mieux réfléchir, de mieux dialoguer, de mieux nous parler. Et pendant ce temps, l'accaparement constitue l'accaparement foncier, l'accaparement minier, l'accaparement même des eaux, ici et là, sans compter maintenant l'ensemble des transferts d'argent. Antoine, vous savez qu'aujourd'hui, c'est des milliards et des milliards de dollars chaque année que l'Afrique transfère aux pays riches. Alors que c'est le contraire qui devrait être fait. Mais pendant ce temps, cela n'étant pas bien connu par l'opinion publique, pendant ce temps, on nous parle dans l'opinion officielle, dans le discours officiel d'aide publique au développement. Alors que ce que nous perdons est beaucoup plus important. Ce que nous perdons est 2 fois plus important dans les transferts inégalitaires de part du fait qu'on ne paye pas la fiscalité dans les conditions normales, du fait qu'on ne paye pas les taxes nécessaires pour pouvoir rétribuer aux peuples africains, aux Africains ce qu'ils devraient gagner, du fait aussi que les intérêts dans les investissements en Afrique ne sont pas à l'avantage des populations et des États africains. Pendant ce temps donc, ce qui sort dans les discours, c'est de dire oui, tel pays fait une aide de tant de pourcents ou de tant de milliards de dollars à tel pays africain, comme si cela était une sorte d'humanisme. Cela n'est pas en vérité ce qui se passe sur le terrain. Donc l'inégalité sociale dans les banlieues, dans le monde rural se développe et progresse parce qu'en vérité, la répartition des biens n'est pas une bonne répartition et ne prend pas en compte les intérêts de la majorité des populations. C'est ce que nous dénonçons dans ce que nous appelons le mouvement altermondialiste. Et le slogan, c'est que oui, un autre monde de paix est possible si nous arrivons à dire les 2% qui détiennent 85% des richesses du monde acceptent de dire nous allons rétribuer, nous allons investir autrement, nous allons répartir autrement, de sorte que ceux-là qui en manquent énormément puissent avoir au moins la moitié de ce qui en possèdent trop excédemment. Tant qu'on ne fait pas cela, il est évident que le monde continuera à vivre dans une instabilité. Et cette instabilité profite à certains qui, constatant le manque énorme des jeunes populations rurales ou périurbaines, les endoctrinent, les embauchent, les recrutent dans des activités souvent malsaines et dans des réseaux déstabilisants. Comme le terrorisme. Comme les terroristes. Les 14 et 15 septembre derniers, vous vous êtes réunis à Dakar dans le cadre d'un atelier international de restitution du Forum social mondial avec comme thème évaluation de notre participation au Forum social mondial 2015 et situation des dynamiques africaines du Forum social. Quelle perspective? Les réels défis pour l'Afrique, Mamadou Mignane, c'est celui de la souveraineté réelle du continent. Vous l'avez souligné dans la déclaration de Dakar. L'Afrique a-t-elle réellement les moyens d'échapper à ce néolibéralisme dont vous parlez dans cette déclaration? Oui, la réponse pour nous, c'est oui. Nous avons souvent dit à certaines personnes qu'un bon Africain ne peut pas être libéral. Un bon Africain, de souche, connaissant ses origines pharaoniques, comme Cheikh Anta l'évoquait, ne peut pas être un libéral. Mais c'est arrivé aussi que dans la géopolitique aujourd'hui, dans le jeu politique, on est arrivé à nous diviser en libéraux, en ceci et cela. L'Africain est un être social, humaniste, humanitaire, de naissance, de jeunesse, anthropologiquement parlant et même sociologiquement parlant. C'est cette sociologie de l'humanisme qui a fait d'ailleurs que l'Afrique, berceau de l'humanité, a accueilli tous les peuples du monde quand il le fallait, à chaque fois qu'il le fallait. A accueilli les pères, a accueilli les religieux, a accueilli tout ce qu'il fallait à chaque fois que le monde demandait d'accueillir des gens. Et sans arrière-pensée.
nous pensons donc qu'aujourd'hui... Le défi de la souveraineté... Le défi de la souveraineté... Oui, comment l'Afrique peut le réussir? Il faut que l'Afrique réussisse ce défi de la souveraineté en parachevant son indépendance politique, en se constituant en tant que grand ensemble politique, avec un commandement politique unique et unifié, avec un commandement militaire unique et unifié, avec aussi un commandement diplomatique qui va négocier au nom de l'Afrique, là où il faut aller négocier sur la scène internationale. Ce n'est pas trop rêver ça, ce dont vous parlez? Alors, c'est possible. Que serait la vie sans rêve? Si nous arrêtons de rêver, nous arrêtons de travailler tous les matins. C'est parce que tous les jours nous rêvons d'un avenir meilleur que nous nous battons pour dire ce rêve-là, je veux le réaliser. Et c'est pourquoi Antoine, ce rêve qui était celui de Kwame Nkrumah, qui était celui de Cheikh Anta Diop, celui de Lumumba, celui de Kwame Nkrumah et de Cabral, ce rêve même qui était celui que la génération d'indépendantistes comme les Senghor, les Nasser avaient pensé, ce rêve panafricaniste aussi que Abdoulaye Wade a évoqué à un moment donné avec des hommes comme le président de la Libye, Kadhafi, c'est ce rêve qui constitue pour nous la voie incontournable pour le continent africain. L'Afrique n'a pas d'avenir dans un monde des grands ensembles, en période de turbulence et de crise chronique. L'Afrique n'a pas d'avenir si elle reste divisée en 54 micro-États qui n'ont de nom d'État que par un drapeau qui flotte et par un hymne qu'on s'est fait. Il faut donc que l'Afrique comprenne qu'aujourd'hui, l'Union européenne, malgré tous les problèmes qui les divisent sur certaines questions, a tenté de conserver son unité politique qui est une Union européenne avec son Parlement et ses institutions. Il faut que les Africains se rappellent aussi que les États-Unis, qui avaient beaucoup plus de divergences dans un continent américain qui sortait de guerre de 100 ans, qui sortait de guerre d'esclavagisme, avaient beaucoup plus de contradictions à s'unir, mais ils ont compris que même si la question raciale n'était pas totalement réglée aux États-Unis, il fallait aller vers un État appelé les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'au Conseil de sécurité, un pays qui s'appelle le Sénégal ou la Gambie, un pays qui s'appelle le Sud-Soudan, peut aller peser lourd devant les voix concordantes des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne, alors que les décisions doivent être prises? Je pense que non. Par contre, si à partir d'Addis Abeba, par exemple, l'Afrique disait ma position sur telle question est la position de 54 gouvernorats africains qui disent non, nous avons cette position. Si on dit cela et qu'on se rend compte que nous sommes un continent convoité, dont tout le monde a besoin, tous les géostratèges l'ont dit, je crois qu'à partir de ce moment, cette unité politique réalisée prendra une décision unique sur la scène internationale et pourra montrer que oui, il n'y a pas d'autre voie que de se plier sur la position de ces 54 États.